Si la Russie gagne la guerre en Ukraine, on risque d'être les prochains. Ça fait exactement 20 ans que la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie sont entrées dans l'Union européenne. Et pourtant, on est loin d'être à l'abri de la menace russe. Depuis le secteur militaire ouest, des troupes pénètrent en Estonie, en Lettonie et Lituanie. C'est où l'Estonie, ce pays qui entend nous vaincre? La Lituanie, c'est un pays avec un gouvernement débile qui n'a actuellement aucun pouvoir. Les revanchistes et les néo-nazis ont repris l'idéologie et les méthodes d'Hitler. Dans les États baltes, des dizaines de milliers d'habitants sont désignés comme sous-hommes, privés de leurs droits les plus fondamentaux et harcelés. Pour résoudre le problème, il faut le traiter dans tous les pays baltes. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut les anéantir, ces foutus pays baltes. Je m'appelle Jonas, je suis chanteur et je tiens aussi un petit restaurant. Je fais partie d'un groupe paramilitaire, l'Union des tireurs lituaniens. Et je vous souhaite la bienvenue dans Trax East. Depuis l'indépendance, on a toujours considéré notre grand voisin comme une menace. C'est pour ça qu'on a adhéré à l'OTAN et que j'ai rejoint ce groupe paramilitaire, pour apprendre à me défendre. Pourtant, je suis pacifiste. Je déteste la violence et les armes, mais je dois protéger mon pays. Personne ne le fera à notre place. J'ai des amis qui se préparent au conflit. Ils s'entraînent dans un club de tir, ils achètent des armes, des gilets pare-balles, tout ça. Je m'appelle Edgaras, aide pour les étrangers. Et avec plusieurs autres personnes, on tient une boutique de graffiti à Vilnius, en Lituanie. On n'a pas un mur en soutien à l'Ukraine. Il représente Zelensky et des soldats. Et quelqu'un l'a recouvert d'un immense Z. On n'a pas de problème avec les Russes. Il y a beaucoup de nationalités en Lituanie. Le problème, c'est ce tout petit pourcentage de gens qui sympathisent avec le régime russe, qui les considèrent comme leur futur libérateur. Voici une œuvre de l'artiste lituanien Dima Bessel. Elle représente le leader nord-coréen Kim Jong-un avec un masque de Poutine sur le visage. Et l'un des micros est un pénis. Cette peinture a été réalisée quand les médias ont commencé à parler des liens entre la Corée du Nord et la Russie par rapport à la guerre en Ukraine. On voit aussi le logo d'une chaîne de propagande pro-russe. C'est une allusion au rôle des médias dans ce contexte. Un jour, j'avais 11 ans, je suis sorti acheter du lait et j'ai vu un gars avec une bombe de peinture dans un passage souterrain.
et il s'est enfui quand il m'a vu. En m'approchant, j'ai vu qu'il avait fait un tag. À partir de là, j'ai commencé à être plus attentif aux graffitis et j'ai fini par m'acheter une bombe. Je me suis fait arrêter pour la première fois à 13 ans. Aujourd'hui, j'en ai 27 et j'ai jamais cessé depuis. Ça occupe une grande place dans ma vie. Pour moi, le graphe, c'est un moyen d'échapper à la réalité, d'être quelqu'un d'autre. En ce moment, on parle beaucoup de ce qui se passe en Ukraine. Les gens ont peur. Il y en a qui se préparent pour la fin du monde. Quand je graffe, ça m'aide à débrancher. Il reste que moi, mes couleurs et les murs. C'est aussi quelque chose que j'ai remarqué chez des potes à Kiev. Je les suis sur les réseaux et je vois qu'ils font leur truc sans être impliqués dans la guerre. On a la même mentalité. C'est un moyen d'échapper à la réalité. Je me souviens quand le conflit a commencé, un pote m'a dit « Il faut faire quelque chose, une fresque pour interpeller sur la situation. » Moi, je suis à moitié ukrainien, j'ai de la famille là-bas. Depuis la guerre, je vois les choses différemment. Je sens qu'on est une vraie communauté. Avant, dans le monde du graphe en Lituanie, les gens se prenaient la tête pour des histoires d'ego. La grande question en ce moment, c'est est-ce que l'OTAN va nous aider? Dernièrement, on a beaucoup parlé du corridor de Suwałki, une zone frontière d'une 60aine de kilomètres par laquelle on pourrait fuir le pays en cas d'attaque. Et s'ils le ferment, on est mal. C'est la seule voie d'accès à l'Union européenne, par la Pologne. Sinon, c'est par l'Estonie ou la Lettonie, ou par la mer. En Lituanie, les gens se préparent au pire. Ils construisent des bunkers, ils font des provisions. Mon frère s'est engagé dans l'armée, dans une unité de démineurs. Les gens sont devenus très patriotes. Moi, j'aimerais que les Lituaniens soient plus unis, se respectent mutuellement. C'est ça qui nous manque. Ça me gêne un peu de le dire, mais j'aime mon pays et je veux pouvoir le défendre. Yeah, that was pretty cool, I guess. Après l'attaque russe en Ukraine, il était clair pour nous qu'il fallait qu'on puisse se protéger. Dans toutes les maisons, les gens ont préparé leurs sacs en cas d'urgence. Le gouvernement informe les habitants sur l'emplacement des abris antiaériens et on s'informe des lieux où on peut être en sécurité si la guerre éclate. Ici, on n'a pas été surpris de ce qui s'est passé. On en parlait depuis un moment déjà. Mais ce qui est triste, c'est que nos partenaires occidentaux et l'Union européenne ne nous ont pas écoutés. Et maintenant, c'est un peu tard. Je m'appelle Rebecca et je suis photographe. Je suis Estokine, artiste visuelle, et avec Rebecca, on a monté l'exposition Hetk, qui veut dire moment. On a créé un univers parallèle en affichant des images de bâtiments détruits sur de grands panneaux. Et derrière, en contraste, ces mêmes immeubles encore intacts. Je me promenais à travers la ville
Et à un moment, je me suis demandé ce que ça ferait si la guerre arrivait. Et j'ai pris conscience de tout ce qui me semblait acquis. Rebecca est venue me voir. On se connaissait de l'Académie des Arts d'Estonie. Elle a choisi différents lieux qu'elle a photographiés. Puis j'ai récupéré ces images et je les ai retravaillées. Je me suis inspirée de clichés de bâtiments détruits, dont certains sont situés en Ukraine. Je les ai aussi traités avec l'IA. On a choisi des lieux qui soient le plus visibles possible. Ici, par exemple, on est sur une artère très passante. Il fallait aussi qu'on ait une vue sur les bâtiments réels pour faire apparaître le contraste. Nos images montrent un paysage urbain détruit. On a soumis un questionnaire à 1 millier de personnes. On leur a demandé si elles étaient favorables au fait d'exposer ces œuvres d'art dans l'espace public. Et la moitié a répondu que ça ne leur plaisait pas. Ce qui est tout à fait compréhensible. Je trouve ça plutôt dérangeant. Ça ne rime à rien de mettre des panneaux comme ça. C'est ce qui restera si une guerre nucléaire éclate. En 2018, j'ai monté l'exposition Cyber Creation sur le rétrofuturisme. J'avais utilisé des éléments de la culture estonienne et occidentale et des références au passé. Par exemple, la conquête spatiale, avec les chiennes Belka et Strelka, et aussi d'autres références russes. C'était un travail très marqué par mon expérience personnelle. J'avais beaucoup d'amis russes, et ma compagne de l'époque aussi était russe. Ma famille est estonienne. Mais notre architecture, par exemple, c'est du pur style soviétique des années Khrouchtchev. C'est dans ce décor que j'ai grandi. J'en suis imprégnée. Quand j'étais petite, l'Estonie était déjà indépendante. Je n'ai pas connu la vie d'avant. Mais il y a une atmosphère ici qui est à la fois estonienne et russe. Quand on est gamin, on n'y fait pas attention. On joue au pied de son immeuble, on vit sa vie, c'est tout. Je ne pense pas avoir jamais considéré l'Estonie comme un pays post-soviétique. C'est important que l'Estonie fasse partie de l'Union européenne. Je ne sais pas si ça nous protégera. La vie est tellement imprévisible. C'est très difficile de savoir quel scénario l'emportera. J'espère sincèrement qu'on sera protégés. Et j'ai envie d'y croire. Si les Russes gagnent la guerre en Ukraine et s'en sortent impunément, alors on sera sûrement les prochains. Bonjour, je m'appelle Ramo. Et moi, Marco. On est le groupe Pulup d'Estonie. On est tous les deux fans de cet instrument, le talarpa.
Il a un lien très important avec nos racines. Il était joué principalement par la minorité suédoise d'Estonie. Jusque dans les années 1870, tout le monde savait en jouer. Mais cette tradition s'est perdue. Mais il est réapparu très lentement. Et aujourd'hui, c'est nous qui le remettons au goût du jour. On peut dire qu'on est les missionnaires du Talharpa. On a été finaliste du prix de la musique estonienne dans la même catégorie que le groupe estonien de hip-hop, Five Minust. C'est comme ça qu'on a eu envie d'écrire des morceaux avec eux. Et le premier qu'on a coécrit, on l'a envoyé Au concours de l'Eurovision. Ouais. C'est intéressant de voir comment fonctionne vraiment le show business et quelle est son importance. On continue à mener une vie normale, où, hélas, il y a de l'inquiétude. On a peur quand on voit que certains pays occidentaux se demandent encore s'il faut envoyer des armes en Ukraine pour assurer sa protection. Ou s'il ne vaudrait pas mieux attendre un peu, ou si c'est peut-être exagéré. Certaines de nos chansons sont en russe. Pourquoi ? Parce qu'on le parle et qu'on a écouté beaucoup de musique russe. Ce n'est pas un geste politique de chanter dans cette langue. C'est quelque chose de normal. On parle estonien, anglais, finnois et russe, comme beaucoup d'Estoniens. Quand Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine, c'est devenu compliqué. On nous demandait pourquoi on chantait en russe. Oui, et en même temps, on porte le drapeau ukrainien. pour prendre clairement position. Je suis né en 1970 dans une petite ville 100% soviétique. Et notre seule fenêtre sur le monde occidental, c'était la télévision finlandaise. Chaque fois que j'allais à Tallinn pour regarder la télé, j'apportais un magnétoscope pour enregistrer tout ce qui se passait. À la maternelle, on nous disait, et j'y croyais dur comme fer, qu'on vivait dans le pays du bonheur. En l'occurrence, un pays où il n'y avait qu'une seule façon de penser. Et dès qu'on commençait à penser différemment, dès qu'on posait des questions, ça se gâtait. Aujourd'hui, je suis content de ne plus vivre dans ce pays. Pour les Estoniens, l'indépendance a été quelque chose de très fort. Imaginez, vous vivez dans un pays dont vous ne pouvez pas sortir et où il n'y a qu'une seule vérité autorisée. Et puis, tout d'un coup, vous pouvez lire des livres d'histoire et vous comprenez que l'Estonie était déjà indépendante avant la guerre. Les Estoniens ont conquis leur indépendance avec des chansons. On a fait la révolution en chantant, tous ensemble, des centaines de milliers de personnes. Je vois beaucoup de gens qui dansent.
Mais il y en a au moins autant qui restent assis. Et je les comprends, parce que moi-même, je me demande si c'est bien normal de sauter comme ça quand on est un adulte raisonnable. À cause de notre histoire, on nous a dit que dans les pays baltes, on souffrait d'un syndrome post-traumatique et qu'on se faisait trop de soucis par rapport à la Russie. Certains sont allés jusqu'à parler de russophobie, mais je ne comprends pas. Il n'y a pas de russophobie chez nous. On aime beaucoup les Russes. On a des amis russes. Des amis russes, une culture russe. Le problème est politique. C'est l'idée d'empire qui nous inquiète. Et aussi, L'idée qu'on peut envahir un pays et tuer des gens. aujourd'hui, ce n'est pas tant une question de langue maternelle, c'est une question politique. Est-ce qu'on est nostalgique de l'Union soviétique ou pas? Est-ce qu'on soutient Poutine et sa guerre? Ou plutôt la démocratie à l'européenne? Le russe est la première langue étrangère que j'ai dû apprendre à l'école. Ce qui est amusant, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas un seul russophone dans notre petite ville. Aujourd'hui, quand j'ai des clients russes au restaurant, ils préfèrent essayer de parler dans un mauvais anglais, et ça me fait rire, parce qu'on dirait qu'ils ont peur de se faire agresser. Mais ils n'ont rien à craindre avec moi. En revanche, je trouve dommage que les Russes plus âgés n'aient jamais appris le lituanien. Ce qui est même bizarre. Mais ça va changer. From Russia with love, I fly to you, much wiser since my... Toutes mes amies ont réussi le test de langue niveau A2. Quand on fait nos courses, on essaie toutes de parler letton. Quand des lettons voient nos efforts, ils nous aident et nous parlent en russe en souriant. Je ne ressens aucun rejet à mon égard, ni à l'égard d'aucun de mes amis. Tenez, vous voyez, la voiture qui vient de passer à toute vitesse, c'est encore un Russe. Les lettons ne conduisent pas comme ça. Ici, c'est limité à 30 à l'heure. Et là, il roulait à 70, 2 fois plus que la limite. Ce ne sont pas les lettons qui feraient ça. I've traveled the world to learn... Bonjour, je m'appelle Bojena Malachenko. Je suis journaliste et une farouche opposante à Poutine. Si vous vous demandez qui est cette femme forte et téméraire, je suis là pour vous la présenter. Il s'agit de Bojena, naguère journaliste dans la presse à scandale, symbole des années 2000 en Russie, lorsque l'argent et le champagne coulaient à flot dans le pays et que les politiques et les hommes d'affaires n'étaient encore que ce qu'on appelait des nouveaux Russes, ou suppôts d'un régime sanguinaire. Avec Bojena, on s'est rencontrés à Jurmala, une respectable station balnéaire lettonne de la Baltique, à une vingtaine de kilomètres à peine de Riga. Je suis plutôt quelqu'un de mondain qui aime le confort, la belle vie. C'est ce que j'apprécie le plus dans l'existence. Bojena Rinska grandit à Saint-Pétersbourg où elle étudie le théâtre et la mise en scène. Elle arrive par hasard à Moscou, commence à travailler de façon fortuite pour le journaliste Vestia et est aujourd'hui la chroniqueuse la plus célèbre des soirées branchées. Connue du tout Moscou, elle a déjà été assignée en justice. Bonjour Bojena. Bonjour Mitya. Sa ténacité et sa langue acerbe avaient quasiment fait de Bojena la figure emblématique de cette vie glamour d'une certaine Russie moderne. Elle a quitté la Russie au lendemain de l'invasion de l'Ukraine. Et son départ a signifié la fin de cette période d'opulence et de luxe dans son pays. Le mépris et le cannibalisme de la loi avaient atteint un tel niveau que c'était devenu insupportable.
Yourmala était très tendance quand s'y tenait le festival New Wave qui voyait accourir toute l'oligarchie. Bonsoir à toutes et à tous. En direct ce soir, vous allez assister au concert de clôture du premier concours international de jeunes interprètes de musique populaire de la New Wave. Il y a eu un boom en 2007-2008, ils se sont tous achetés des maisons ici. Puis à partir de 2014, beaucoup de gens ont commencé à acheter des appartements pour obtenir un statut de résident. Ils sentaient bien que les choses étaient en train de se gâter et voulaient se ménager une sortie. Mais personne ne pensait que le statut de résident des Russes ne serait pas prolongé et qu'on allait les expulser. Beaucoup de maisons sont apparues sur le marché à des prix très intéressants. Elles appartiennent toutes à des Russes qui sont interdits de séjour, qui ne peuvent pas venir ici car leur statut de résident n'a pas été renouvelé. Ils ne peuvent donc pas disposer des biens qu'ils possèdent ici. Mon Dieu, le vent est glacé. C'est l'horreur. Bojena s'est intégrée dans cette Lettonie douce et paisible, où elle réussit pourtant à continuer d'égratigner l'élite russe riche et planquée. Nous nous sommes promenés dans Yourmala et elle m'a tout raconté sur ses voisins russes, y compris certains dont il convient de taire le nom. Cet immeuble s'appelle la Vague de Yourmala. C'est l'une des premières, si ce n'est la première résidence de luxe construite ici il y a une vingtaine d'années. Toute l'élite de l'époque s'est précipitée pour y acheter un appartement. Alia Tiagacheva a un appartement dans cette résidence. C'est la fille de Leonid Tiagachev, ancien champion de ski, ancien ministre des Sports, très ami avec Poutine. Dans l'une de ces villas habite un certain Peregoud, qui avait des intérêts dans le secteur militaro-industriel. Sa société russe était très liée à l'industrie de la défense. Des individus louches de ce genre, qui vivent ici tout en magouillant en douce avec l'armée ennemie, il y en a plein. La Lituanie et la Lettonie servent par exemple de tête de pont à l'exportation de spiritueux de luxe vers la Russie. On a également intercepté un type qui fabriquait des boutons et des fermetures éclairs pour l'armée russe. Il a été arrêté ici. Son procès est en cours. Et vous avez l'usine Alpha de Riga, qui fabriquait des puces électroniques aisément utilisables dans les systèmes de missiles Iskander. En face, vous avez le très chic restaurant Giardino. L'établissement appartient aux enfants de Yuri Kovalchuk. C'est l'un des plus proches soutiens de Poutine et il fait partie des initiateurs de la guerre. Ce serait lui qui aurait mis dans le crâne de Poutine toutes ces salades de Riouric et de dynastie Riourikide. C'est lui qui lui a soufflé toutes ces bêtises obscurantistes. D'où vient l'Ukraine? L'État russe a commencé à se former. Riouric de Scandinavie. Le successeur de Riouric, le prince Oleg. En raison du jeune âge du fils de Riouric, Riouric étant mort à peu près à cette époque, Vous parlez comme si l'Ukraine, ou une partie de l'Ukraine, était russe. Et ça depuis des siècles. Là, c'était chez eux, leur restaurant. Il est aujourd'hui fermé. Ils ne viennent plus, ni ici, ni là où ils habitaient. L'endroit est désert. Comme ils font l'objet de sanctions, il me semble que ni eux, ni les sociétés qui leur sont affiliées ne peuvent le vendre.
Tous ces partisans de Poutine, tous ces affairistes ont fichu le camp. J'ai commencé mon déménagement en 2022, dès le début de la guerre. J'ai fait des travaux et je me suis installée en 2023. Il y a beaucoup de Russes très bien ici qui ont fui le régime de Poutine. S'il y avait des élections à Yourmala, le résultat serait une écrasante majorité anti-Poutine. Bojena a acheté une maison à Yourmala et s'est bien intégrée. Elle y élève sa fille, s'entend bien avec ses voisins et jardine, tout en continuant à dénoncer le pouvoir poutinien dans les médias russophones indépendants. J'avais besoin de trouver des gens sympas pour me sentir bien ici, tout simplement. C'est un pays très agréable. Les Lettons sont des gens très sympathiques. Ce sont des gens avec qui je me sens bien. From Russia with love. Les relations avec la Russie ne sont pas au beau fixe, pour des raisons évidentes. Depuis le début de la guerre en 2022, on passe par toutes sortes d'émotions. On ne veut pas être abandonné. On aimerait que nos partenaires occidentaux nous écoutent mieux, qu'ils nous soutiennent quand c'est nécessaire, qu'ils réagissent vite et sans attendre. C'est ce que je souhaite. Et j'espère qu'on arrivera ensemble à arrêter cette guerre. Слев наш весос